Bonjour, et bien me voici pour la seconde partie de la présentation du jeu du fil chaud qui va concerner comment c'est fabriqué, etc. pour les makers qui ça intéresserait. Euh, je vous cache pas que cette seconde partie je la filme en premier parce que j'allais quand même pas tout montrer le produit fini et après tout redémonter. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une ou deux petites différences insignifiantes entre ce que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo, dans la première partie et ce que je vais montrer ici. D'abord, le coffret ici que j'ai fait en MDF de 10 mm coupé à l'acide onglé et puis assemblé, collé tout bêtement. Avec ici à la défonceuse, j'ai fait un logement de 5x5 qui permet de recevoir sur le dessus ici ce que j'appelle le dessus en contreplaqué de 5 mm qui est collé, lui, on ne pourra pas le démonter. Et le fond ici qui permet, lui, je vais câbler par le dessous pour réparer, etc., mettre à jour. Et ça, lui, il va se démonter, le fond, le voici, dans ce logement. Il va être fixé ici avec 4 vis M3x10 dans des logements fraisés ici. Et dans le boîtier, j'ai fait des petits équerres ici en PLA qui chacune contiennent une petite entretoise que j'essaye de mettre la main dessus. Voilà, une petite entretoise comme ceci qui fait 10 mm de long et filetée à 3 mm. Donc elle est noyée là-dedans et ça permet de venir visser ici le fond dans son logement. Sur ce fond, je vais également mettre 6 petits pieds que j'ai ici comme ceci, que j'ai fait à l'imprimante 3D et qui contiennent, dans lequel je viens insérer, coller des petits tampons comme c'est en feutre qu'on trouve pour une bouchette de pain dans les supermarchés. Et alors, j'aurais pu coller directement les tampons en feutre, mais ça se décolle assez facilement. Donc là, par contre, les pieds ici, je vais les coller à la colle époxy. Donc là, ils ne bougeront plus. Et le petit tampon, il est bridé, il va pas pouvoir se décoller. Je vais en mettre 6 comme ça pour un contact plus doux au posé. Voilà, très important. Donc voilà pour le boîtier lui-même. Ce boîtier ici, c'est ce que j'appelle la face avant, plutôt la face joueur, parce que je rappelle que éventuellement ça peut être utilisé dans une kermesse, donc on va avoir le joueur qui va être de ce côté, et de l'autre côté le bénévole ou la personne qui s'occupe du stand. Donc ici, le joueur, il voit cette face-là. Et qu'est-ce qu'il va voir ici dans cette découpe? Il va y avoir le haut-parleur, que voici. Alors tous les éléments, quasiment tout, ça vient de Chine évidemment, via des grands dealers de ce genre de produits très connus, trois en général. Il va y avoir deux Chinois et un Américain, que je ne citerai pas parce que je suis bien content qu'ils soient là, mais je n'ai pas beaucoup de considération pour eux. Et donc ces petits haut-parleurs, c'était haut-parleurs 8 ohms 0,5 watts. C'est des lots de 4 que j'ai dû payer 8 ou 9 euros pour les 4, je crois. Et ça suffit très bien. Alors, bizarrement, c'est pas symétrique là et là. Donc ils vont se fixer là à l'arrière, comme ceci. Il y a la découpe qui est tout juste par rapport à la taille de la membrane. Et devant, pour faire joli, une petite grille ici. Alors vous verrez que je me suis arrangé pour mettre des couleurs assez gaies, criardes, hein, c'est festif. Et voilà, une petite grille ici qui va venir cacher le haut-parleur, faite à l'imprimante 3D. J'ai fait une vidéo spécifique sur comment on calcule ce genre de grille avec FreeCAD. Voilà, et des écrous bien sûr derrière pour fixer le haut-parleur. Je vais le laisser. Ensuite, pour l'utilisateur ici, en face avant, il va avoir également cette petite ici fiche banane femelle qui va rentrer dans ce trou ici, qui va juste venir affleurer. Ici, je ne vais pas la rentrer parce que là, le trou il est vraiment extrêmement serré. Ça m'étonnerait que j'arrive à la rentrer. Donc je risque d'abîmer. Il faut l'enfoncer un peu à force et après coller pour plus que ça bouge. Et donc dans cette petite fiche banane femelle va venir se brancher du côté du joueur le nouvel anneau ici que voici, que cette fois j'ai fabriqué non plus en fil de cuivre mais en fil de fer. C'est du fil de fer de fil à linge qui est beaucoup plus rigide. Il risque moins d'être déformé par les enfants. C'est un peu plus. Ils font pas toujours forcément attention. Toujours des tons jaunes, vert, jaune, rouge, orange. Moi, j'avais pas de gaine toute jaune. Et ici, là, il y a un petit domino dans le manche en bois, un morceau de domino que j'ai extrait avec deux vis. Une ici qui permet de changer l'anneau. En desserration, on peut tirer l'anneau qui est dans le creux là. Et pour en changer, on mettre un plus grand, un plus petit, un plus long pour rendre plus difficile, plus facile comme on veut. Et ici, pour changer le fil, qui ne manquera pas de casser au bout d'un moment, forcément, quand il va être manipulé pendant un bon moment par des enfants.
Ici, je mettrai un morceau de ruban adhésif orange que j'ai pour cacher un peu ces vis. Et puis, ça fera très bien l'affaire. Et donc, il va avoir l'utilisateur ici, ça, il va venir se brancher ici avec l'anneau. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va avoir au-dessus? Le compartiment à piles, que voici. Enfin, il va être à l'intérieur, hein. Toujours imprimante 3D. Je vais venir le coller ici à l'intérieur, comme ceci. Il y a tout juste ici. Le coller avec de la colle époxy, là, il faut que ça tienne bien, parce que ça a le poids des piles quand même. Et également ici, un petit support d'écrou de 5 mm qui va être également collé ici à la colle époxy pour fermer la trappe. La trappe, la voici. Elle a un petit épaulement à 45 degrés ici qui permet de venir la bloquer. Et donc ici, une vis M5 x 15, 18 ou 20, je ne sais plus, et qui est noyée dans une petite tête que j'ai faite en 3D également, hexagonale, pour faciliter l'ouverture, pour changer les piles vite fait, hein, dans une après-midi de jeu par exemple, pouvoir changer les piles sans avoir besoin de chercher un tournevis. Et voilà, c'est plus pratique. Alors, ce compartiment à piles, je l'ai prévu au départ, c'était pour le papis, il est prévu pour mettre un coupleur ici à 6 piles LR6. Mais j'ai fait le test, ce jeu fonctionne très bien uniquement avec 4 piles. Bizarrement, ça fait que 6 volts. On est un petit peu en dessous de ce qui est nécessaire. On est aux limites de ce qui est nécessaire pour faire tourner un Arduino Uno. Mais j'ai fait des tests, ça fonctionne bien. Ça fonctionne encore correctement quand les piles sont tombées à 1,15 V chacune. Donc voilà, normalement, avec un appareil qui doit consommer, d'après mes calculs, autour de 20-25 mA, avec des pointes à 60, mais uniquement pendant la musique, 60-80 pendant les musiques, ça devrait quand même largement tenir une après-midi. Mais s'il s'avérait que ça ne tient pas une après-midi, pas de souci, on enlève ça, on met un coupleur à 6 piles, avec carrément 6 piles pour faire 9 volts, alors là on va avoir une autonomie de fou, ou mettre une fausse pile ici pour faire 7 volts 5, ou mettre même des accus rechargeables hein, pour faire 7 volts 2, on fera un peu ce qu'on veut, d'autant que, et on raccorde ici, hein, j'ai fait ici avec une petite pression, on va voir après, pour raccorder le coupleur qu'on veut, c'est pas un problème. Donc ensuite, sur cette face avant, on va voir aussi, justement, vu que je l'avais pris dans les mains, cette petite plaque ici qui contient les commandes, les affichages, qui va être placée de cette façon. Donc là, il y a un petit rebord. Elle vient juste ici, s'encastrer, c'est tout juste normalement. Voilà. Et je pense que je vais la coller simplement avec quelques gouttes de colle chaude, ça va suffire. Ça ne subit aucune contrainte. Ce petit truc contient, donc ici, on voit l'ampli BF ici, à base de N2222, tout simple. Très basique, mais fonctionne bien. L'afficheur, l'interrupteur marche arrêt, et ici, les LED t'as gagné, t'as perdu. Des LED 8 mm. Ensuite, on va avoir, je reparlerai après de toutes ces LED, de l'afficheur, et par rapport à la consommation de l'ensemble, quand même, que j'ai voulu essayer de limiter pour l'autonomie. À l'intérieur, on va avoir le microprocesseur, enfin la carte Arduino, c'est une Arduino Nano. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au point de vue consommation. Notamment parce qu'elle a son port USB intégré, donc ça consomme un peu plus. On doit se situer autour d'une vingtaine de milliampères quand même de consommation au repos. Il y a moyen de la réduire considérablement avec une librairie Slip, je crois. Mais dans ce contexte, c'était pas tellement utilisable. Bon, je me suis contenté et ça ira très bien. J'ai juste cherché à économiser un petit peu ici. Il y a une LED Power ici qui sert à rien en fait. Donc j'ai dessoudé, elle est alimentée via une résistance de 1 kΩ, ce qui fait quand même qu'elle consomme dans les 3-4 mA. Donc j'ai dessoudé cette petite résistance ici, je ne sais pas si vous la voyez, pour gagner quelques milliampères de consommation. Sur certains clones, là c'est un clone, il y a d'autres clones où il n'y a pas cette résistance, c'est direct, il faut dessouder toute la LED, d'après ce que j'ai vu. Alors, bref, ou la casser. Hein. Là je l'ai dessoudé, mais on peut aussi la casser. Là, mon chien il grogne. Et je vais la laisser sortir. Allez. Donc mon Arduino Nano ici, je lui ai fait un circuit imprimé pour le recevoir sur des supports, pour pouvoir le changer assez facilement, avec un petit peu de découplage. Et puis c'est des renvois de plus 5 volts et de masse, pour pouvoir alimenter les divers organes directement, parce que là il n'y a qu'un point 5 volts, qu'un point masse.
Et je l'ai fixé sur une petite carte ici en PLA, avec des colonnes ici qui sont taraudées à 2,5. Et ici c'est vissé avec des vis de 2,5. Et ça va être ici collé, pareil, toujours à la colle époxy, ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Un peu en retrait pour pouvoir brancher un câble ici pour pouvoir faire une mise à jour en live, sans démonter tout, je veux dire. Et donc ça va être collé là-dedans. Voilà pour le processeur. Ensuite, donc on le verra pas, lui, il va être à l'intérieur, évidemment. Ensuite, ici, il y a évidemment la colonne, le fil chaud avec ses colonnes. Donc j'ai fait 2 colonnes ici, comme ceci, imprimante 3D. Pareil ici, un morceau de domino que j'ai inséré et collé, avec le fil qui est soudé sur le morceau de domino. Bon, ici, il manque les 2 petites vis, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Ces colonnes vont être fixées. Alors, il y a un petit fil ici. Il y en a un de chaque côté, mais en fait, un seul aurait suffi, hein, parce que c'est le même fil qui va être de 2 côtés. Voilà, une seconde colonne, ici. Voilà. Alors, je vais m'arranger pour que... là, on a l'utilisateur, le joueur. Les vis, on va les cacher de l'autre côté, hein, les placer de ce côté. Ces petites colonnes vont être fixées chacune ici avec 2 petites vis à bois, que voici, là, une de chaque côté. Voilà. Et par-dessus, on va venir mettre les cônes, les troncs de cône ici, les points de contact début fin, sur lequel j'ai placé ici des petites tiges en cuivre qui permettent, alors là c'est de la tôle de laiton de 3/10 de millimètre que j'ai formé en tronc de cône et soudé ici. J'ai fait des petites choses, ça va permettre d'abord de faire le raccordement par le dessous et également la fixation ici, le centrage et la fixation, voilà, comme ceci. Je pourrais plier les pattes en cuivre ici, ou simplement mettre, à mon avis, une grosse goutte de colle chaude ici à la base de chaque patte, ça va suffire à fixer. Ça ne subit aucune contrainte, hein, ces choses-là. Donc voilà, ben là on a presque tout. Par-dessus, donc ici c'est pareil, hein, j'ai prévu avec les dominos qu'on puisse mettre ici un fil chaud en acier d'un peu plus de 2 mm de diamètre, donc ça va être plus solide. Et bien sûr, ici je ne les ai pas mis, il faut que je vais les coller après. Il y aura ici 2 petites rondelles ici, que je vais coller par-dessus pour que ce soit plus joli, bien fermé, que l'utilisateur ne voit pas le morceau de domino. Voilà. De là à là, il y a 26 cm, mais la piste, j'ai fait, je crois que la piste, j'ai fait une piste de 60 cm, une piste de 90, c'est un peu compliqué, 90. Et là, je crois que celle que j'ai préparée, qu'on voit dans la vidéo, dans la première phase, c'est une qui fait 75 cm, qui est entre les deux, qui devrait être à peu près correct pour tout le monde. Éventuellement, si on veut faire plus facile, on mettra un anneau plus gros, ou plus compliqué, un anneau plus petit, plutôt que de s'amuser à faire 50 pistes. Mais bon, c'est pareil, on peut démonter ici avec les 2 vis et mettre d'autres pistes. Bon, voilà, c'est tout, au point de vue, c'est tout ce qu'on va voir, comme ça, vu de l'extérieur. Je remets la colonne avec les vis que je ne pourrais pas mettre là. Je me suis arrangé pour que les soudures soient côté opérateur, pour que l'utilisateur ne les voit pas, le joueur, c'est plus joli. Faudra peut-être prévoir quand même, avec tout ça, je vais livrer avec, un petit tampon Jex, comme on dit dans le temps, pour passer un petit coup là-dessus. Je sais pas, hein, je pense que ça c'est pas la peine, mais je prévois au cas où le contact serait pas terrible, pareil sur le fil, passer un petit coup avant une après-midi de jeu, pour être sûr que l'oxydation n'empêche pas les contacts. Ensuite, bon, alors le souci maintenant que je voulais éviter, c'est la consommation qu'il fallait que je réduise au maximum. Donc j'ai dit sur le processeur, j'ai enlevé la LED Power. Ces 2 LED ici, 8 mm, elles sont données pour fonctionner avec 20 mA. J'ai fait des tests, c'est faux. La verte fonctionne parfaitement avec 6 mA, c'est ce qu'on voit dans la vidéo 1. Et la rouge avec 12 mA, il y a assez. Donc faire attention, mettre les résistances en conséquence. J'aurais pu mettre des PWM et me baser sur la persistance rétinienne, j'ai pas voulu faire d'essai. Je me suis contenté de mettre des résistances et faire des alimentations directes avec donc ici 6 mA. Elles ne sont pas allumées très longtemps non plus, hein, pendant le jeu. Donc 6 mA ici et 12 pour celle-ci et
ça donne une luminosité à peu près équivalente et largement suffisante, plutôt que les 20 préconisés. Ensuite, l'afficheur, alors ça en est un autre, mais c'est le même, hein. L'afficheur ici, c'est un 1602A, donc j'ai 2 lignes de 16 caractères. Ici, il y a une connexion à 16 fils qui est. Ça fait beaucoup d'abord pour un Arduino, ça fait consommer beaucoup d'entrées-sorties et plein de fils. Donc, j'ai utilisé ces petites choses qu'on vient ajouter dessus, ça coûte rien du tout, hein, ou presque. Et c'est ce qu'on appelle une interface série 2C. Ça vient se souder là, derrière. Et il n'y a plus, du coup, on peut travailler en série avec seulement 4 fils. La masse, le plus 5 volts, le SDA et le SCL pour les commandes. Alors, petit inconvénient, cet afficheur fonctionne obligatoirement, contrairement à ce qu'on a vu dans une de mes premières maquettes où on avait un afficheur LCD à l'ancienne. Celui-là exige un rétroéclairage, sinon on ne voit rien du tout. Et ce rétroéclairage, il est fait par une LED qui est ici à l'intérieur et qui est commandée une fois qu'on a monté ce petit truc là, on peut commander la LED logiciellement. On envoie une commande pour allumer la backlight ou l'éteindre. Le seul problème, c'est que ça se fait via ces deux fils ici, 15 et 16, et au travers d'une résistance 200 ohms. Sachant que la LED elle a une chute de 3 volts, ça fait une consommation facile à calculer de 20 mA, ce qui est énorme. Alors d'abord, surtout que je suis obligé de laisser allumer presque tout le temps. D'abord, en plus, ça peut, à mon avis, peut-être limiter la durée de vie de la backlight. Donc ça ne me plaisait pas trop. Et ça consommait trop par rapport à... Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé ici ces deux fils et je suis venu, donc là on ne le voit pas, mais c'est en dessous, ces deux fils ici d'alimentation de la LED 15 et 16, je les ai coupés et je suis venu me piquer directement ici sur la LED via cette fois une résistance de 180 ohms, ce qui fait que même quand j'envoie le 5 volts direct, ça ne fait plus une consommation que de 11 mA, qui est très très suffisante, vous l'avez vu dans la première partie, pour bien voir l'afficheur s'allumer. Mais en plus, j'ai pas utilisé le logiciel, je suis passé par l'Arduino sur une sortie PWM qui me permet de moduler et d'allumer très fort au moment, enfin à fond, donc à 11 mA, quand on a un message important, tu as gagné, tu as perdu, voilà ton score, ou tu es en train de jouer, attention. Et puis de mettre un éclairage beaucoup moins fort quand on est dans une phase intermédiaire, on attend que quelqu'un joue. On a un éclairage beaucoup moins intense grâce à une sortie PWM et une alimentation directe de la backlight. Voilà, c'est tout. Pas grand chose d'autre à dire. Ah si, peut-être ici, cette petite carte ici, interface I2C, encore une fois, elle a sa propre ici LED Power, qui sert à rien en fait, hein, qu'à consommer un peu plus, encore 3 ou 4 mA de plus. Donc il y a une petite résistance de 1 kΩ à côté, c'est pareil. On peut la dessouder et on regagne 3-4 mA. C'est ce que j'ai fait sur celui qui est dans le boîtier ici. Je crois que j'ai fait tout le tour des aspects hardware de ce machin. Pas grand chose d'autre à dire. Il reste peut-être quelques petites considérations sur le logiciel. C'est du codage Arduino très basique, il n'y a rien de très compliqué. Des timers à gérer, bien sûr, hein, pour les allumages, les extinctions, chronométrer le temps d'utilisateur. Utiliser la fonction tone pour faire de la musique via une sortie PWM. Attention, quand on utilise la fonction tone, ça détourne certains timers de l'Arduino. Donc, du fait, il y a certaines entrées-sorties PWM qui ne fonctionnent plus normalement. Enfin, tout ça, c'est bien documenté, c'est pas très compliqué. Il n'y a aucune difficulté, il suffit de bien lire les documentations et se renseigner sur le web. Ensuite, dans le code, un petit truc à faire attention, il va y avoir une boucle permanente hein, qui va surveiller ce qui se passe, notamment si on est au début, si on est à la fin, si on est sur le fil, si on fait rien. Et cette boucle, on peut y mettre des delays, des tampons, pour pas que ça mouline comme un malade. Seulement, il ne faut surtout pas en mettre quand on est en phase de jeu. Quand on a quitté le plot de départ, qu'on est en train de tourner, là, il faut surtout qu'il n'y ait pas de delay dans la boucle, il faut aller le plus vite possible, parce que, comment dire, si on met un delay 100, par exemple, 100 millisecondes, ça veut dire que pour chaque seconde,
on a un dixième de seconde pendant lequel l'Arduino ne va pas aller voir s'il y a une touche. Et on peut rater une touche pendant ce dixième de seconde. C'est pour ça qu'à cet endroit-là, il ne faut surtout pas mettre de delay. Voilà, donc tout ça, c'est à faire dans le code, c'est pas bien compliqué. Cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, ou s'il y a des questions, des gens qui s'intéressent à diverses choses de ce bazar, qui n'hésitent pas à me mettre ça en commentaire. Je me ferai plaisir d'y répondre très vite. C'est pas comme si j'avais 10 000 abonnés. Et voilà. Et puis sinon, merci de votre attention, de votre patience. Et puis j'espère à bientôt pour un nouveau projet auquel je réfléchis encore. Merci.